Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission naturopathique en compagnie de Pauline Burel. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. On est toujours heureux de recevoir Pauline dans nos studios parce qu'elle nous donne de bons conseils. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des antinutriments, mais aujourd'hui c'est le sujet de cette chronique. Oui, tout le monde connaît les nutriments, les macronutriments, glucides, lipides, protéines, etc. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des antinutriments ? Eh non, pas du tout. Alors Pauline, dis-nous ce que c'est. Alors en fait, c'est un système de défense qui a été développé par le règne végétal. Donc on les trouve seulement dans les végétaux. Et plus spécifiquement dans les graines, les racines et les feuilles. Et lorsqu'on consomme en fait des céréales, des légumineuses, des noix et des graines à l'état brut, on va ingérer aussi ces composés. Et donc, ce sont des molécules qui vont empêcher la germination trop précoce et ça va aussi éloigner les prédateurs. Et qu'est-ce que ça va faire si on en consomme ? Donc, si on en consomme, ça va diminuer l'absorption des nutriments qui se trouvent dans notre bol alimentaire. Or, ces nutriments, nous en avons besoin. Donc, il faut diminuer la quantité des antinutriments qui sont dans notre alimentation pour absorber assez de nutriments. Voilà, ça, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il existe plusieurs antinutriments ? Oui, et ils n'ont pas tous le même effet et on va pouvoir les limiter de manière différente. Donc, je vais vous les lister. Donc, il y a les tannins. Donc, ce sont des polyphénols. Et il y en a dans toutes les plantes qui vont avoir tendance un peu à colorer. Donc, il y en a dans les boissons comme le thé, le café, dans le vin, dans le chocolat. Et donc, c'est aussi une défense pour la plante contre les microbes, les pathogènes et les prédateurs. Et donc, ces antinutriments, ils vont diminuer l'activité des enzymes digestives. Donc, on va moins bien digérer et on absorbe moins de nutriments. Et donc, en plus, comme on avait parlé pendant l'émission sur le microbiote, les nutriments, l'alimentation pour la flore intestinale est moins disponible, donc elle est moins bien nourrie, donc en fait, elle va moins bien jouer son rôle aussi. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et en plus, les tannins diminuent l'absorption du fer non héminique. Donc, c'est le fer qui est d'origine végétale et qui se trouve aussi dans les produits laitiers. Mais par contre, vous avez déjà entendu le mot polyphénol, tannin, c'est aussi positif, ça a des propriétés antioxydantes puissantes qui protègent aussi contre les radicaux libres et donc ça protège de certaines maladies. Donc il n'y a pas de méthode pour neutraliser ces tannins et leur effet sur les nutriments. Et puis en plus, comme ils ont quand même des effets bénéfiques, on ne va pas les enlever. Mais par contre, on va éviter de les consommer en même temps que des aliments en fait qui sont source de fer notamment ou en même temps d'un gros repas, etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est thé, café, etc. Il faudrait le consommer 30 minutes avant le repas ou 2 à 3 heures après. On le fait jamais, c'est ce qui finit le repas. Bon, après, le thé, si, on peut avoir plus tendance à le boire en dehors des repas. Ouais, mais par exemple, quelqu'un qui est carencé en fer, il faudrait éviter de boire ses boissons avec le repas pour que ça limite pas en fait l'apport de fer. D'accord. Surtout si on a des compléments alimentaires, on va éviter de les prendre en même temps. Ensuite, il y a un autre antinutriment qui s'appelle l'acide phytique. Celui-là aussi, on l'entend souvent. Donc, l'acide phytique, c'est un antioxydant naturel aussi, donc aussi un aspect positif, qui se trouve principalement dans l'enveloppe où le sont des graines de céréales, des légumineuses et des éoléagineux. Donc, on le retrouve dans tout ce qui est complet. Il constitue la forme de stockage du phosphore et de différents minéraux, le calcium, le fer et le zinc notamment. Et donc en fait, lors de la germination, les nutriments qui sont stockés sous forme de phytates vont être libérés grâce à des enzymes qui sont appelées des phytases. Et dans notre tube digestif, l'acide phytique, il est capable de former des complexes insolubles avec justement le zinc, le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre. Et donc, ils vont pas être absorbés parce que nous, on n'a pas l'enzyme phytase qui défait le complexe en fait. Donc, les phytates diminuent également aussi l'activité de nos enzymes digestives. Donc, on retrouve le même problème que pour les tannins qui sont impliqués en fait dans la dégradation des protéines, spécialement les pepsines et les trypsines, et de l'amidon, l'amylase.
Ça, c'est le nom des enzymes. Et donc, cet acide, ils sont souvent considérés comme les principaux facteurs antinutritionnels, les phytates comme les tanins. Et ils ont aussi des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires bénéfiques. Donc, on est nouveau dans ce côté, en fait, le duel entre c'est négatif, mais quand même un peu positif aussi. Ah oui, parce qu'on dit souvent que c'est meilleur de manger complet. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, pour limiter la présence d'acide phytique, on peut procéder par raffinage, donc en ôtant le son et le germe des graines pour ne garder que leur corps. Donc, ça veut dire manger blanc ou semi-complet. Cependant, donc cette méthode, elle va éliminer aussi les précieux nutriments et les fibres, parce que je vous dis souvent manger complet et bio, parce que sinon on a les pesticides aussi. Oui. Donc il y a d'autres méthodes aussi pour neutraliser partiellement l'acide phytique. Ça va être le trempage, la fermentation, la germination qui permettent la libération de la phytase ainsi que la cuisson et la torréfaction. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait on dit idéalement le pain complet il faudrait le prendre au levain parce que c'est de la fermentation qui va justement faire que ça va diminuer l'acide phytique dans le pain complet. Ok. Ensuite, on passe aux suivantes, les lectines. On retrouve les lectines dans la grande majorité des aliments. Donc, ceux qui en contiennent le plus sont les légumineuses, les céréales, les pseudo-céréales, c'est le quinoa et le sarrasin. Les solanacées, c'est les tomates, les concombres, aubergines, poivrons, bananes, pommes de terre. Et les cucurbitacées, pastèques, melons, courges, courgettes, etc. Donc, ces lectines se fixent de manière spécifique à certains glucides dans différents endroits du corps, notamment au niveau de l'intestin, du cerveau, des articulations, ainsi que dans tous les fluides pour devenir des glycoprotéines qui vont provoquer une inflammation, en fait. Et donc, selon la fréquence et la quantité ingérée, elles peuvent endommager le tube digestif et créer des réactions toxiques, inflammatoires, immunitaires. Donc, dans les zones aussi, cerveau, articulation. Et certaines personnes peuvent être génétiquement hypersensibles. Alors, c'est une maladie spécifique qui s'appelle le favisme. C'est un déficit héréditaire dans une enzyme, la G6PD, qui va créer une réaction sévère à la consommation de fèves. Mais un régime sans lectine peut également être bénéfique pour des personnes qui ont des maladies auto-immunes ou des maladies inflammatoires chroniques, surtout au niveau digestif. Donc, même si aucune étude n'a démontré vraiment le bénéfice d'un régime sans lectine sur ces maladies, il y a quand même des sensibilités individuelles qui peuvent être décelées grâce à une exclusion temporaire de l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on enlève les poivrons, bananes, les pommes de terre, concombres, aubergines un petit temps et qu'on voit qu'il y a une amélioration, on est susceptible d'être un peu troublé par les lectines. On se retrouve un peu comme dans l'histoire du jeûne, où en fait on dit on n'a pas pu faire d'études, où il n'y a pas les moyens, etc., de faire des études là-dessus. Et donc du coup, en fait, on n'arrive pas à avoir vraiment des vrais résultats robustes, significatifs. Mais par contre, on peut dire, on a observé qu'il y a des personnes qui l'enlèvent et ça va mieux. Oui. C'est comme avec le jeûne. On a observé, des personnes, elles ont jeûné. Il y a ça qui s'est amélioré, il y a ça qui a disparu, il s'est passé ou ça de positif. Donc en fait, on n'a pas le droit de l'affirmer parce qu'on n'a pas vraiment les chiffres, les études, mais quand même, on peut soulever chez des personnes chez qui ça a donné des résultats. Donc comme en plus c'est pas un gros investissement, en fait on revient toujours au risque, à la balance bénéfice-risque. En fait, si je teste pendant quelques semaines de les enlever, est-ce que j'ai vraiment un bénéfice sur ma maladie inflammatoire auto-immune ? Alors que ça me fait pas il y a pas d'interaction avec mon traitement, ça me fait pas prendre de risques. Donc voilà, tester. Voilà, de vérifier par soi-même tout simplement. Voilà, et on n'a pas besoin de supprimer les aliments sources de lectine. On peut aussi les neutraliser en fait par des méthodes, donc par l'épluchage, l'extraction des pépins, la cuisson sous pression,
donc les conserves, et le trempage et la germination de plus de 6 jours. Ça va être une neutralisation partielle. Donc ça, en fait, ça peut être pour déjà limiter dans l'apport de tous les jours, si on a l'impression d'avoir une sensibilité. Mais après, pour être sûr, il vaut mieux d'abord faire une éviction totale. Et après, du coup, on adapte. Si on se dit, ah oui, ok, effectivement, ça a un lien. Alors là, je vais adapter mon alimentation. Quand j'en mange, j'utilise ces méthodes pour limiter, en fait, leur impact. Ensuite, encore un autre antinutriment, l'acide oxalique. Donc lui, on en avait parlé, et en fait, il peut provoquer, on en avait parlé quand j'avais parlé des toxines qui sont les cristaux. Ah. Les toxines cristaux, oui. Donc ça, c'est une toxine qui fait partie de cette famille et qui va faire tout ce qui pique, qui brûle. Ça peut être au niveau des articulations, la goutte, etc. Ou ça peut être au niveau aussi urinaire, faire des cailloux. Ouais. Donc cet acide organique, il est présent dans de nombreux aliments. Donc les gens qui font de la goutte, ils savent qu'ils doivent éviter de manger de la rhubarbe, des groseilles, des fraises, de l'oseille, des épinards, des haricots verts, les asperges, les blettes, le céleri, les noix, les noisettes, le son, le blé, le riz, le sarrasin, l'amarante, l'arachide, le cacao et le thé noir. Rien que ça. Voilà. Une fois ingéré, l'acide oxalique, il va se combiner dans l'intestin avec différents minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium pour former ces fameux cristaux, donc des sels insolubles appelés oxalates qui empêchent aussi, ils vont non seulement empêcher l'absorption des nutriments, mais en plus, ils vont se coincer dans des endroits et faire mal. Donc, l'acide oxalique peut être à l'origine de troubles gastro-intestinaux graves, de violentes douleurs spasmodiques ou de la formation de lithiase rénale et la goutte aussi. Ouais. Plusieurs méthodes pour les neutraliser, c'est le trempage et la cuisson à ébullition. D'accord. Et enfin, les inhibiteurs d'enzymes. Donc, une enzyme, c'est une protéine qui est capable de provoquer en fait une réaction biochimique particulière dans l'organisme. Donc soit elle va couper, elle va assembler, elle va transformer, elle va faire des choses comme ça. Au niveau digestif, il y a diverses enzymes qui sont les protéases, qui vont agir sur les protéines, les glycosidases sur les glucides, lipases sur les lipides. Et elles sont sécrétées afin de digérer les aliments en petites particules assimilables par le corps. Et donc, toutes les graines, et en particulier celles des légumineuses, contiennent des inhibiteurs de ces enzymes qui empêchent l'action de certaines enzymes digestives et donc l'absorption des nutriments. Parce que ces nutriments, ils ne sont pas coupés par les enzymes, notre corps, il n'arrive pas à les assimiler. Donc, plusieurs méthodes vont permettre de neutraliser les inhibiteurs d'enzymes, le trempage, la cuisson et la germination. D'accord. Donc, en conclusion, si vous avez des problèmes digestifs ou des inflammations chroniques, ça peut être intéressant de se pencher sur la piste des antinutriments dans votre alimentation. C'est important surtout de suivre les conseils de préparation, notamment pour les légumineuses. On dit souvent il faut les faire tremper et après il faut les cuire et parfois à ébullition on jette la première eau et on refait. Alors on peut se dire oh là là c'est fastidieux, c'est bon, moi je laisse bouillir. C'est déjà ça prend une plombe à faire bouillir une première fois. En fait c'est dommage parce qu'on s'intoxique. Bon si on le fait une fois c'est pas grave, mais si on le fait tout le temps, on va avoir des antinutriments tout le temps dans notre alimentation. Donc, c'est une bonne habitude aussi de faire tremper la veille avant de les manger les oléagineux. Alors, qu'on pourra consommer en fait le lendemain. Donc, pareil, on va enlever l'acide phytique qui est dedans. Mais bon, l'inconvénient, c'est qu'une fois que c'est trempé, déjà, c'est un peu moins croquant, oui. C'est pas pareil. Et surtout, ça se conserve plus. Oui. Donc, il faut les consommer vraiment dans la journée. Et aussi, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de se lancer dans des petits ateliers germination parce que là, c'est vraiment hyper intéressant. On passe vraiment de l'antinutriment à la bombe de nutriments, en fait, qui est vraiment gorgée, qui est plein de super bonnes choses. Et tester aussi la fermentation. Bon, la fermentation, c'est un peu plus difficile en technique à réussir. Ouais, c'est ça. Mais bon, faut trouver, faut faire des erreurs et après, on y arrive. C'est ça. C'est comme ça qu'on apprend. Et voilà.
Ben voilà, plusieurs manières de préparer les végétaux, de les transformer en quelque chose de bénéfique, alors qu'au contraire, ils peuvent vous faire un petit peu de mal sans que vous vous en rendiez compte tout au long de l'année. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, Pauline y répondra avec plaisir. Si vous avez besoin de réponses sur les antinutriments, vous pouvez nous contacter au standard de la radio 03 88 97 89 39 ou contacter Pauline via sa page Facebook Pauline Wonderland. En attendant, prenez bien soin de vous et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique naturopathique. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.